Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. En Turquie comme en Syrie, les pelleteuses et les bulldozers n'attendent plus qu'un ordre, celui de recouvrir ce qui reste des ruines. Les recherches sont déjà suspendues dans de nombreuses régions. 11 jours après le double tremblement de terre, il n'y a pratiquement plus aucune chance de retrouver des survivants. Les sauveteurs achèvent eux aussi leur mission. Europe 1 vous propose un témoignage exceptionnel ce matin, celui du capitaine Marc-Antoine, chef du détachement des pompiers de l'Essonne. Il est rentré cette nuit à Paris. Thibaut Hu l'a interrogé à sa descente d'avion. C'est une mission marquante sur tous les plans. Une situation chaotique dans laquelle on essaye de retrouver nos bases, notre organisation. Une relation avec les locaux exceptionnelle d'un point de vue humain. On a collaboré avec eux, que ce soit sur les chantiers où on a travaillé. Sur certains, on savait qu'on avait des chances de retrouver des victimes. D'autres, ça paraissait beaucoup plus compliqué. Et l'impuissance parfois face à certains chantiers, certains bâtiments. En France, on a l'habitude de travailler sur un immeuble touché par un effondrement, pas sur toute une ville. Mine de rien, monter un détachement et un camp de 65 personnes en totale autonomie pendant 10 jours dans un pays dévasté, c'est une sacrée expérience organisationnelle. Content d'avoir accompli cette mission, d'avoir représenté au mieux notre pays et d'avoir été utile pour la population. Ça fait aussi du bien de retourner en France après tout ce trajet. Le capitaine Marc-Antoine, chef du détachement des pompiers de l'Essonne, il était au micro de Thibaut Hu. À sa descente d'avion donc hier soir. On ouvre maintenant le dossier de la réforme des retraites. L'acte 5 de la mobilisation est-il un échec? On se pose la question. Moins de monde dans la rue, peu de perturbations dans les transports. Les manifestations ont réuni 440 000 personnes selon le ministère de l'Intérieur, moitié moins que samedi dernier. Voilà, le rendez-vous c'est pour le 7 mars désormais. Et pendant ce temps, à l'Assemblée nationale, leur hache approche. À minuit, le texte partira au Sénat en l'état. Tant pis si les députés ne sont pas allés au bout, tant pis. Ou tant mieux, la chose semble arranger beaucoup de monde. L'enjeu, c'est l'examen ou non de l'article 7 sur les 64 ans. Socialistes, communistes et écologistes ont donc retiré leurs amendements pour accélérer les débats, sauf que la France insoumise refuse de retirer les siens. Décision dictée par Jean-Luc Mélenchon. Le leader de LFI assume, quitte à diviser Mayalène Trémollet. Oui, celui qui veut crier le plus fort, c'est lui. Jean-Luc Mélenchon assume une position jusqu'au boutiste sur le dossier des retraites. Mobilisation, blocage, mais aussi obstruction. Une ligne suivie, mais uniquement par la moitié des siens, qu'importe. Le leader insoumis assume, comme hier soir lors d'un meeting à Montpellier. Le premier objectif que je recommande à mes camarades, soyez les maîtres du temps. Choisissez-vous le rythme auquel vous menez la bataille. Et ne vous laissez pas bourrer le crâne. Fracture donc au sein de LFI entre le clan de Manuel Bompard qui prend ses consignes auprès de Jean-Luc Mélenchon et le clan de François Ruffin ou Alexis Corbière qui a le doigt dans la réalité selon un député PS. Un groupe désuni qui pourrait payer cher cette division après la réforme des retraites, d'autant que les insoumis doivent désormais faire face aux autres membres de la NUPES et aux syndicats qui souhaitaient un vrai débat sur l'âge de départ à la retraite. Jean-Luc Mélenchon, lui, poursuit un objectif clair, le blocage général du pays le 7 mars. Et pourquoi pas après? Mayalène Trémollet du service politique d'Europe 1. Et ce matin, il reste environ 3000 amendements à discuter alors que les députés n'ont pas terminé l'examen de l'article 3. À une semaine d'un triste anniversaire, celui de l'invasion russe en Ukraine, les États-Unis et leurs alliés se retrouvent à Munich, conférence sur la sécurité avec de nombreux chefs d'État et de gouvernement, dont Emmanuel Macron et le chancelier Olaf Scholz. Il sera bien sûr question de la situation en Ukraine. Ne manquez pas dans le journal de 8 heures le récit exceptionnel de l'envoyé spécial d'Europe 1 à Bakhmout, cette ville du Donbass pratiquement encerclée et pilonnée sans relâche par l'armée russe. 7h05, les vendredis thématiques de la rédaction d'Europe 1, les origines sociales accélèrent-elles, freinent-elles l'ascension sociale? Bonne nouvelle justement, cet ascenseur social que l'on dit en panne, ça n'est pas tant le cas que ça. Et c'est une phrase que l'on entend souvent autour de nous, l'ascenseur social est bloqué, les inégalités se reproduiraient invariablement de père en fils, et pourtant Baptiste Morin a y regardé de plus près, ce n'est pas exactement ce qu'observe l'INSEE. Oui, l'Institut a comparé les revenus d'un jeune de 28 ans aujourd'hui avec les revenus de ses parents 10 ans plus tôt. Elle en conclut que le déterminisme social est encore fort. Les enfants de familles aisées ont 3 fois plus de chances de se retrouver parmi les 20% les plus riches que les enfants issus de familles modestes. Mais il en ressort aussi des mouvements dans les deux sens. 12% des enfants de familles pauvres deviennent les plus aisés de leur génération et 15% des enfants de familles riches rejoignent les plus modestes de leur génération. En fait, 7 jeunes sur 10 appartiennent à une classe de revenus différente de leurs parents, que celle-ci soit inférieure ou supérieure. Restent d'autres facteurs qui jouent
évidemment dans la mobilité sociale, le sexe, le lieu de résidence, le niveau de diplôme des parents et puis peut-être plus que le reste encore, le patrimoine. Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1. Ah tiens, l'élévation sociale, l'impression de franchir un cap, ça passe souvent par l'achat de son premier logement dans les métropoles et notamment à Paris. C'est de plus en plus compliqué pour les primo-accédants. Des banques qui remontent le coût du crédit d'un côté, des vendeurs qui surestiment leurs biens de l'autre. Au milieu, des primo-accédants pénalisés. Selon le baromètre Virgile qu'Europe 1 vous révèle ce matin, les futurs acheteurs doivent renoncer à 11 mètres carrés au moment de passer du statut de locataire à propriétaire. Certains franchissent alors le pas, aller de l'autre côté du périphérique, Margot Faudéré. Locataire d'un 4 pièces de 85 mètres carrés à Paris, Armandine et son mari cherchent désormais à acheter dans la capitale un appartement de taille équivalente, mais leur recherche ne donne rien. Nous avons eu la chance d'avoir un héritage il n'y a pas très longtemps qui nous permet de pouvoir acheter. Mais le problème, c'est qu'à Paris, un 4 pièces, on ne peut pas le trouver à notre budget. Comme eux, beaucoup de primo-accédants ne peuvent plus prétendre à la même surface qu'avant. Entre la hausse des taux d'intérêt, qui ont plus que doublé en un an, et des prix de l'immobilier qui stagnent, leur budget a diminué, rappelle Saskia Fizel, cofondatrice de Virgile, qui co-investit auprès des jeunes actifs. Lorsque les taux passent de 1,5 à 3%, c'est une diminution de leur capacité de financement de 20%. Moins de financement, mais pas question de renoncer à leur projet d'investissement pour autant. Alors Armandine et son mari ont réorienté leurs recherches en banlieue parisienne. L'agence Guy Hockey Jules Geoffrin nous a dit bon, maintenant il faut aller regarder à Saint-Ouen. On est prêt à rogner un petit peu sur les mètres carrés, mais on a vraiment besoin de garder un 3 chambres en fait. En tout cas, Armandine garde toujours un œil sur le marché parisien dans l'espoir que les prix finissent par diminuer. Margot Faudéré, on rappelle que Paris a perdu plus de 100 000 habitants en 10 ans. Voilà, et une soirée de football magique pour le FC Nantes en Europa League. Hier soir, les Canaries ont arraché le nul à la Juventus de Turin. Un partout sur la pelouse des Italiens, s'il vous plaît. Des Nantais incroyables hier soir. Ils peuvent rêver d'une qualification pour les huitièmes de finale. Cédric Chasseur. Ouais, c'est un énorme exploit. Les mots d'Antoine Comboiré sont forts, mais résument la soirée du FC Nantes avec des joueurs héroïques qui ont rendu fiers leur entraîneur. On savait qu'en face, c'est solide, on savait que ça allait pousser, on savait qu'on allait souffrir. Mais on a fait front, on a fait bloc et puis surtout on a été capable de jouer. Pour moi c'est un gros résultat, c'est fantastique. Rapidement menés 1-0, les Canaries n'ont rien lâché face à une Juventus encore décevante. Ludovic Blas a égalisé à l'heure de jeu, puis Alban Lafont, le gardien, a vu ses poteaux lui venir en aide à 3 reprises pour maintenir ce score de parité. Pas du tout de maraboutage, c'est de la réussite. Je pense que j'en ai pas mal depuis le début de cette année, donc j'espère que ça va continuer comme ça et que je vais en avoir encore. De la réussite, il en faudra encore un peu jeudi prochain pour porter ce FC Nantes en 8e de finale de Ligue Europa. Le retour à la Beaujoire face à une vieille dame revancharde s'annonce en tout cas exceptionnel. Et nous y serons. Cédric Chasseur du service des sports d'Europe 1. Victoire également hier soir de Monaco 3-2 à l'extérieur face au Bayer Leverkusen. Défaite en revanche de Rennes, battue 2-1 par le Shakhtar Donetsk. Je m'en remets pas que le Shakhtar Donetsk joue la Coupe d'Europe de football. C'est assez incroyable. Merci beaucoup Christophe Lamar. Allez.